Parmi toutes les techniques de manifestation connues, enseignées, partagées, quelle est la meilleure? Quelle est de loin celle qui vous apportera 100% de réussite? Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Voici notre sujet du jour. Et non, on ne va pas faire un classement au podium des 10 meilleures techniques de manifestation. Vous êtes un peu déçus, ça se comprend. Ce qu'on attend d'une vidéo ou d'un podcast sur la manifestation, c'est justement trouver la bonne technique, la technique infaillible pour manifester le plus rapidement possible exactement ce que l'on souhaite. Alors voilà comment on se retrouve à essayer tout et n'importe quoi. On essaye une fois, 2 fois, et puis ça marche pas. On ressaute sur une autre technique, et puis on complète la technique. Enfin bref, on s'embrouille complètement les pédales. Et résultat des courses, on manifeste rien du tout. On clôture le dossier, on dit que c'est du bullshit, et on revient à notre réalité, celle qui nous convient pas. Celle qu'on aimerait tellement changer d'un coup de baguette magique. Eh bien, si la première réponse que je vous ai donnée vous a pas convenu, alors la deuxième, ça va être encore pire et ça va vous donner envie de zapper la vidéo. Voici la seule réponse vraie, authentique, qui répond à la question « Quelle est la meilleure technique de manifestation ?» La meilleure technique, c'est celle que vous vous serez inventée vous-même. Voilà, maintenant vous avez le choix. Vous pouvez zapper tout de suite ou écouter le mode d'emploi que je vais essayer au mieux de vous expliquer afin que vous puissiez vous-même créer votre méthode, celle qui marchera. Dans cette histoire, on n'y va pas au pifomètre. Nous avons un certain nombre de connaissances sur lesquelles nous appuyer. La première, c'est que nous disposons tous, chacun à notre échelle, bien sûr, d'une faculté qui s'appelle la plasticité neuronale ou la plasticité mentale. Et je vous invite donc à faire vos propres recherches pour en savoir un peu plus sur la question. Mais en gros, je vous la fais simple. Lorsque vous faites une expérience, une toute nouvelle expérience, c'est comme si vous traversiez pour la première fois une esplanade de neige vierge. Vous pouvez uniquement voir la ligne de vos pas, de votre point A de départ jusqu'à votre point B d'arrivée. Il s'agit en fait d'une toute première connexion neuronale que vous venez de créer. Maintenant, si vous refaites l'expérience plusieurs fois de suite, alors vous allez commencer à créer un petit chemin. Une voie d'accès, cette fois définie entre votre point A et votre point B. Encore par la suite, si vous décidez de refaire l'expérience jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, un automatisme, bien vous finirez par créer carrément une route. Une route sur laquelle vous aurez tous vos repères de normalité pour aller de votre point A à votre point B. Il vous sera toujours possible de changer votre trajectoire pour aller de ce point A à ce point B, mais dans ce cas-là, il vous faudra refaire l'expérience de traverser la neige d'une autre façon. Et peut-être, si vous le souhaitez, finalement, recréer une autre route. Et puis également, c'est là où ça devient intéressant, vous pouvez aussi refaire l'expérience de la neige que vous connaissez, mais en définissant cette fois un point C, une autre arrivée possible. Et pour le coup, si le point C est plus intéressant pour vous que le point B, eh bien vous pouvez tout simplement le choisir. Je pense que vous l'aurez compris, les points A sont vos points de départ. Vos points de départ ici et maintenant. Vos points B, C, D, X, Y, Z sont vos points d'arrivée, c'est-à-dire vos objectifs. Et entre les deux, le chemin, la route, le sillon, bien ce sont vos expériences. Au plus vous renouvelez une expérience spécifique, au plus votre chemin neuronal deviendra un automatisme. Également, au plus vous vous définirez des objectifs différents et variés, au plus votre cerveau qui est votre GPS vous proposera des expériences diverses et variées. Maintenant, lorsque l'on n'a pas de désir, pas d'objectif spécifique, eh bien c'est une programmation par défaut qui va se mettre en place. En ne choisissant ni l'objectif ni le tracé, votre cerveau par défaut vous fera revivre les objectifs de vos ancêtres, de vos parents, puis les objectifs dominants de la société dans laquelle vous évoluez, en vous faisant emprunter toujours le même chemin et donc toujours le même type d'expérience. Et selon, vous appellerez ça le destin, la fatalité, le karma, ou encore la chance ou la malchance, voire la répétition du schéma familial. Et tout ceci, bien sûr, constituera votre réalité limitée. Comprenant cela, et le vérifiant à travers vos propres observations, vous comprendrez facilement que pour changer votre réalité, il faut en tout premier lieu changer vos objectifs de vie, ou bien encore changer la nature de vos désirs. Votre nouvel objectif devra être une décision ferme et définitive. Parce que sinon, si vous avez des doutes, des hésitations, des retours en arrière, c'est de nouveau le programme automatique qui sera fonctionnel. Ça fonctionne exactement comme les GPS que nous avons d'ailleurs. Si nous ne prenons pas garde de bien programmer notre destination d'arrivée et l'itinéraire que nous choisissons de prendre, automatiquement le GPS nous ramène sur de l'autoroute ou nous fait tourner en rond. Il faut checker les choses régulièrement. Parce que même en cours de route, le GPS peut bugger. Et je vous donne un exemple tout bête pour illustrer ça. Admettons que dans votre famille, vous ayez été programmé, disons pour gagner votre vie, de cette manière précise.
à savoir, il faut travailler durement pour mériter ton salaire. Et il se trouvera précisément que dans votre famille, les gens travaillent très dur et n'acceptent aucun autre argent que celui du salaire. Ainsi, l'information sera très claire pour votre cerveau. L'injonction que l'on sous-entend pour vous sera confirmée par l'observation que vous allez pouvoir faire sur l'extérieur. Votre environnement immédiat. Un objectif sera défini pour vous, celui de gagner votre vie, et le tracé sera également défini pour vous, à savoir ici le chemin du labeur et du mérite. Eh bien, dans cette histoire, à aucun moment vous n'avez choisi votre objectif d'arrivée, pas plus que votre itinéraire. Et voilà comment votre réalité future sera déjà programmée, malgré vous. Très inconsciemment, vos premiers boulots seront des boulots difficiles, durs, et le petit salaire que vous en recevrez en échange de cela, eh bien, constituera votre fierté, votre sentiment de mérite. Mais il ne s'agira en réalité que d'une situation de mise en conformité par rapport à votre programmation initiale. Et ainsi, jusqu'à ce que vous remettiez tout ça en question, c'est-à-dire que vous redéfinissiez vos objectifs de vie, en redéfinissant votre itinéraire, eh bien votre schéma se répétera indéfiniment. L'injonction familiale de départ deviendra pour vous une croyance limitante, profondément ancrée dans votre subconscient, lequel fera des photocopies à l'infini, et ce dès qu'il sera stimulé par les deux concepts, argent et travail. Le fonctionnement de notre subconscient, c'est notre deuxième connaissance maîtresse, à prendre en compte pour établir notre propre méthode de manifestation. En effet, seule la pensée ou seule la volonté ne suffisent pas à manifester. Ou plus exactement, si l'on crée seulement à partir de l'action ou de la volonté, bien ça ne s'appelle pas une manifestation, ça s'appelle action-réaction. C'est en fait ce que l'on pourrait appeler de la création primitive, ce qui répond en fait à la loi humaine établie, ou encore de la transformation de la matière par la matière. Alors petite parenthèse, qu'on s'entende bien sur le terme de manifestation, une manifestation est quelque chose qui survient alors que rationnellement c'était absolument impossible, de l'ordre de l'improbable, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le miracle ou bien le coup de chance, le défi de toute probabilité. La manifestation, c'est modifier la matière, les conditions matérielles, à partir de l'esprit. Donc voilà, c'est assez simple en fait de faire la distinction entre une manifestation et la résultante attendue d'une loi humaine. Admettons que vous signez un contrat de travail où vous acceptez d'être payé à 10 € de l'heure, vous faites 3 heures, vous êtes payé 30 €. Ceci n'est en rien une manifestation, ça n'est que la résultante d'une loi humaine. Maintenant, si pour ce même contrat de travail, au lieu de toucher 30 € pour vos 3 heures de travail, on refuse tout simplement de vous payer, ou alors on vous donne 100 € de prime, eh bien dans ces deux cas de figure, il s'agit d'une manifestation, et qui n'est en définitive ni de la chance ou de la malchance, mais d'un simple phénomène de vos programmations subconscientes. Oui, c'est un fait, les lois humaines sont extrêmement primitives comparées aux lois universelles. Bref, nous voici donc avec le deuxième ingrédient indispensable à inclure dans votre méthode de manifestation personnelle. Il s'agit bel et bien de la programmation ou de la reprogrammation de votre subconscient. Cette partie invisible de vous-même et quelque peu nébuleuse, mais qui fera que vos désirs se transformeront en réalité concrète. Le podcast précédent parlait justement du subconscient, de la façon dont on pouvait établir un dialogue avec lui et de la façon dont on pouvait l'impressionner, communiquer avec son subconscient, lui donner ses directives. Je résume très rapidement, le subconscient comprend les émotions, qui appartiennent à deux familles principales, la famille des peurs ou la famille de l'amour, du sentiment. Que l'on choisisse de passer par l'une ou l'autre, on tracera à coup sûr une voie directe vers la manifestation. Une route toute droite qui pourra devenir même une autoroute, reliant notre point de départ et notre point d'arrivée. Il existe également d'autres voies d'accès à notre subconscient, qui seraient plutôt des petits chemins cette fois-ci, et qui sont nos sensations. Il s'agit bien là de nos 5 sens principaux et de nos sens secondaires. Les principaux connus sont bien sûr l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Mais si l'on est à l'aise avec la proprioception ou la thermoception par exemple, on peut aussi les utiliser, sans aucun souci. Passons maintenant au troisième ingrédient indispensable à la manifestation. Eh bien, il s'agit de la persévérance ou de la répétition. C'est une suite logique de ce que je viens de dire en fait. Si vous voulez créer un automatisme subconscient en vous, afin de vous affranchir de la redondance de vos pratiques, à chaque fois que vous souhaiterez manifester quelque chose de spécifique, il vous faudra vous créer une autoroute du succès. Oui, on peut l'appeler comme ça, une autoroute du succès. Et c'est là justement qu'interviennent la persévérance et la répétition, parce qu'il faudra justement peut-être partir de zéro, jusqu'à ce que l'autoroute en question soit dessinée, dans votre subconscient. Bon, partir de zéro, c'est presque improbable. Ça signifie partir de zéro succès par rapport à ce que l'on a désiré.
Cela signifie bien sûr que vous n'avez jamais réussi à manifester aucun de vos désirs. Enfin, tout du moins jusqu'à présent. Il est possible que vous ayez réussi à atteindre certains objectifs, mais pas par la manifestation. Peut-être que vous y êtes arrivé par la ruse, par la manipulation, c'est possible, par le chantage, par l'épuisement de vos ressources, par l'obtention d'aide extérieure. En tout état de cause, il vous aura fallu déployer énormément d'efforts pour un petit résultat. Et c'est tout à fait l'inverse que l'on recherche dans la manifestation. Dans la manifestation, on souhaite obtenir un vrai résultat satisfaisant en déployant le moins d'efforts possible et en n'utilisant certainement pas les forces ou les aides extérieures. Et c'est un point très important à retenir, car dans la pratique de la manifestation, on doit s'interdire absolument toute utilisation de l'occultisme ou toute forme d'influence ou de manipulation extérieure. Bon, en somme, on s'interdit formellement de tricher, de conditionner ou de contraindre le libre arbitre des autres. On part de soi, de ses facultés propres et de son pouvoir de création. Bien, dans ce contexte-là, où est-ce que l'on doit poser sa persévérance et dans quoi pratiquer la répétition ? Bien, la persévérance, elle doit se poser uniquement et exclusivement sur son objectif, son point d'arrivée. Ça paraît simple, dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout en fait. Dans la vie, nous sommes sans cesse distraits, sans cesse happés par les informations extérieures, par les événements extérieurs, par les tentations de distraction, par les tentations tout court. Et c'est ce qui constitue toute la difficulté de rester focus sur un objectif. Voilà donc où est située la persévérance. C'est toujours, quoi qu'il arrive, revenir à son objectif. Un exemple simple pour comprendre. Disons que votre objectif est de manifester une certaine somme d'argent. Or, jusqu'à ce que votre manifestation soit atteinte, soit concrète, il pourra vous arriver tout un tas d'événements, vous donnant le sentiment de produire et de manifester l'inverse de ce que vous voulez, comme par exemple des dépenses ou des factures imprévues, vous faisant également douter de vous-même, douter de la manifestation en elle-même. Lorsque vous constatez que en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça n'arrive toujours pas. Il se peut aussi que, pendant que vous êtes en train de manifester, vous rencontriez plein de personnes qui vous tiennent des discours comme « l'argent ça ne tombe pas du ciel » ou bien encore « ceux qui gagnent de l'argent sans rien faire de toute façon, ce ne sont que des profiteurs, des tricheurs ou des voleurs ». Ou même encore, s'adressant directement à vous, un ami peut vous sortir de but en blanc « de toute façon mon pauvre, tel que je te connais, le jour où tu gagneras la loterie, les poules auront des dents ». Toutes ces choses-là, il faut vous y attendre, ne manqueront pas d'arriver lorsque vous commencerez à manifester. Je crois que certains appellent ça la période de purge ou quelque chose comme ça. De mon point de vue, je peux pas vous dire le pourquoi du comment ça arrive. Je n'en sais fichtre rien. La seule chose que j'ai pu constater, c'est que ça arrivait tout le temps. Et lorsque cela m'arrive, bien je prends cela comme un test de persévérance. Savoir si je suis capable de maintenir mon désir intact, malgré les circonstances aux apparences contraires. Et en vérité, quand on est focus sur un objectif, bien les circonstances extérieures contraires, on s'en fiche. Moi, j'utilise une phrase magique pour ça. Je dis toujours oui, ça leur passera avant que ça me revienne. Et en fait, tout ça, ça passe très vite, dès lors qu'on ne met pas d'attention dessus, qu'on ne nourrit pas ces choses-là. On revient au contraire à son focus, son objectif, son cap, sa ligne de mire, et rien d'autre. Et c'est ainsi que les réalités non désirées s'effacent d'elles-mêmes. Bien, maintenant, deuxième point, les répétitions. Où est-ce qu'on les utilise et dans quoi on les utilise ? On sait parfaitement que les automatismes viennent avec les répétitions. Mais ce que l'on veut s'éviter dorénavant, ce sont les répétitions qui nous mènent aux échecs, aux insatisfactions, aux frustrations et à toutes ces choses négatives. Et donc dorénavant, on va s'employer à aller à l'inverse de nos instincts. Par instinct, et ça malheureusement c'est notre cerveau primitif qui est programmé comme ça. Bien par instinct, au cours d'une journée, on ne va retenir que les choses négatives, les problèmes, les difficultés qui nous sont arrivées. Et c'est ça qu'on va inverser par la répétition. On va donc dorénavant célébrer toutes les petites victoires et toutes les choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Cela ne veut pas dire que l'on va nier ce qui nous est arrivé de négatif, mais simplement on va choisir délibérément de prioriser les choses positives. Par exemple, on pourra faire l'exercice suivant, et ce jusqu'à ce que cet exercice devienne un automatisme, donc par répétition. On va par exemple chaque soir faire le bilan de sa journée, en commençant par le négatif et en terminant par le positif. Ça peut donner quelque chose comme même si j'ai été en retard à mon rendez-vous aujourd'hui, même si ça m'a énervé que un guignol me fasse une queue de poisson sur la route, même si j'ai reçu une grosse facture imprévue, eh bien tout ça je décide que c'est pas grave, je m'en fiche, parce que j'ai aussi vécu 10, 15, 20 choses merveilleuses dans ma journée. J'ai apprécié le chant des oiseaux le matin.
C'était beau et très joyeux, et ça m'a donné le smile pour ma journée. Et puis dans la matinée, ma collègue m'a proposé un thé avec des petits biscuits. J'ai trouvé ça super sympa. Et puis un peu plus tard, mon boss m'a fait un compliment sur mon travail. Alors là, j'en revenais pas. Ça m'a fait du bien et ça m'a fait plaisir. Et puis durant la journée, j'ai aussi une amie qui m'a appelé. On a discuté un bon moment, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Bon bah voilà, c'est cette accumulation de micro-souvenirs agréables qui nous permettent de rebalancer une énergie négative en énergie positive. Et c'est d'ailleurs proposé et utilisé dans certaines techniques de manifestation. Et également dans des techniques à visée thérapeutique, comme le FT. Le fameux même si. Bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ça avant de s'endormir parce que ça nous permet de nous réveiller dans cette même dynamique positive. En fait, le truc, c'est qu'en général, on se réveille dans les mêmes conditions, les mêmes états d'être qu'on avait avant de s'endormir la veille. Et c'est ainsi qu'on programme l'humeur et l'ambiance générale de sa prochaine journée. Encore une fois, ne me croyez pas, mais faites-en l'expérience. Endormez-vous un soir consciemment en ruminant des problèmes et voyez comment se déroule l'ensemble de votre journée. Et puis le lendemain, endormez-vous au contraire en vous attachant aux choses positives que vous avez vécues ou même en repensant à des souvenirs agréables et faites le constat de l'ambiance générale de votre future journée. Voilà, et bien c'est ainsi que l'on crée une autoroute du succès, une autoroute du bonheur. Persévérance dans ses objectifs et répétition des victoires et des choses positives. Bon alors, dernier ingrédient pour établir votre méthode personnelle de manifestation, le détachement et le lâcher-prise. Deux notions délicates qui sont assez mal expliquées et assez mal comprises. D'abord le détachement qui sonne comme un paradoxe par rapport à tous les exercices de persévérance que l'on a fait. Et puis ce fameux lâcher-prise, le paradoxe des paradoxes. L'action complètement absurde qui peut vous faire dire mais tout ça pour ça ? Avoir fait tous ces efforts, tout ce cheminement pour après complètement tout oublier ? Où est le sens ? Ça semble d'ailleurs tellement un non-sens que souvent on échoue dans nos manifestations parce qu'on ne veut pas justement lâcher prise. Et c'est très bête parce que ce sont les deux étapes consécutives qui déclenchent précisément la manifestation. J'imagine que je suis comme vous en fait. J'ai eu du mal à comprendre ces deux notions et à les mettre en application dans mes techniques de manifestation. Mais là maintenant j'ai bien compris le mécanisme et je vais donc pouvoir vous l'expliquer. Enfin, vous expliquer ce que j'ai compris et qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Le détachement et le lâcher-prise sont deux mécanismes psychiques qui arrivent naturellement lorsque l'on se trouve à la saturation du vouloir et ou à la saturation de l'action et qu'absolument rien ne se produit ou que ce qui se produit n'a rien à voir avec ce que l'on veut. C'est un moment bien précis où en fait on fait un aveu d'impuissance. On peut très bien d'ailleurs dans ces cas-là se faire des réflexions du genre « Bon bah j'ai vraiment donné mon maximum, maintenant je peux pas faire plus. Bon bah là j'en ai vraiment plus que marre, je jette l'éponge. » Ça peut effectivement se faire dans la colère. C'est pas un problème pour la manifestation. Moi, ça m'est arrivé plein de fois parce que mon naturel, mon tempérament naturel est d'être très volontaire, très active. Et c'est évidemment un type de tempérament qui n'est pas vraiment compatible avec le lâcher-prise. Mais ceci dit, je le répète, ça m'a jamais empêché de manifester. Simplement, il a fallu que je comprenne exactement quel était ce mécanisme à mettre en place et surtout pourquoi le mettre en place. Dans quel but et à quel moment. Bon, alors prenons les choses dans l'ordre. Premièrement, le détachement. Pour ressentir cet état d'être et me syntoniser à cet état d'être, il a fallu que je change le terme. Parce que je ne savais pas si détachement signifiait je m'en fiche totalement, je suis totalement j'en foutiste, auquel cas ça n'était pas vrai, parce que lorsque l'on veut manifester quelque chose de précis, on ne se fout pas de cette chose-là. Cette chose-là est importante pour nous. Plus précisément, elle est importante lorsque ce que l'on veut manifester constitue pour nous un enjeu majeur. Or, parallèlement, je me suis aussi aperçu que lorsqu'il n'y avait pas d'enjeu dans mes manifestations, celles-ci étaient quasiment spontanées. Et donc cela signifiait bien que, quelque part, je me fichais du résultat. Disons que c'était bien si ça se manifestait, mais que ça m'était égal que ça ne se manifeste pas. Et c'est à partir de ces observations-là que j'ai compris, que j'ai eu un déclic. Au lieu d'utiliser le terme détachement, j'ai utilisé le terme normalisation. Et c'est ce tout petit détail qui a complètement révolutionné ma propre méthode de manifestation, ma méthode personnelle. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir indifféremment manifester des choses sans enjeu pour moi, autant que des choses avec un enjeu majeur. Maintenant, lorsque j'ai un désir, qu'il me concerne moi directement ou qu'il concerne le bénéfice d'autrui, je ne formule jamais ce désir verbalement en disant « je veux ça », je veux que cette chose se passe, se déroule, se fasse,
ou encore la formulation « il faut que ça se passe comme ça », « il faut que ça se soit fait », je bannis ainsi le vouloir, parce que le vouloir vous met toujours à distance de ce que vous voulez. Donc j'utilise maintenant le « c'est normal », ou même encore « ce serait normal », voire même encore « c'est d'une telle évidence qu'il se passe ci ou qu'il se passe ça, que je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Pas besoin de me préoccuper de ce que je vois avec mes yeux, parce que ça n'est que transitoire. » En synthèse, la normalité n'est pas la réalité que je vois avec mes yeux, mais la réalité que j'ai imaginée. Et c'est exactement à partir de ce moment-là que le détachement se met en place naturellement, que la pression de l'enjeu disparaît. Alors je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé il y a très peu de temps. Le tout petit hameau dans lequel je réside est constitué d'environ une vingtaine de maisons. Et depuis plusieurs années, il n'y avait aucun entretien des dessertes. Les dessertes, c'est simple, nous avons 2 toutes petites routes qui sont vraisemblablement d'anciens chemins pavés sur lesquels on a déversé un petit peu de goudron par-ci par-là. Bon bref, je pense que j'étais pas la seule dans le village à pester sur le mauvais état des dessertes. Mais là, j'ai eu l'idée d'utiliser la manifestation pour arranger les choses. Et surtout cette fois, d'utiliser non pas le vouloir ou souhaiter que, mais d'utiliser ma petite technique de normalisation. Et alors, j'ai donc visualisé les 2 petites dessertes, parfaitement goudronnées, parfaitement lisses, toutes réparées et toutes belles. J'ai ressenti la sensation agréable, tranquille, de rouler sur cette route toute neuve. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la normalité. Ces 2 petites voies d'accès ne peuvent être autrement que comme ça. Et c'est normal pour tous les habitants de notre hameau. Et bien sûr, tout naturellement, les jours qui ont suivi, j'ai complètement arrêté de pester, de râler, en roulant sur les bosses, les trous, les dos d'âne, les nids de poules, etc. J'ai complètement ignoré cet état de fait. Au contraire, à nouveau, j'ai revisualisé les routes parfaitement goudronnées et parfaitement lisses. Eh bien, incroyable, je n'ai pas attendu plus de 2 semaines après cette manifestation consciente pour être réveillé manu militari un beau matin, avec le bruit des engins, des camions et tout le bazar. Eh bien, en une journée, nos 2 dessertes de hameau ont été complètement refaites à neuf. Exactement comme je les avais visualisées, toutes belles, toutes goudronnées, toutes lisses. Alors que ça faisait des années que les réparations alentour étaient faites, sauf chez nous. Bon, bien sûr, dans ce cas de figure, on peut toujours se dire « mais c'est peut-être qu'une vision du futur que j'ai eue en flash ou quelque chose comme ça. Que ces travaux-là étaient votés de longue date, etc. » Mais en fait, non, ici, ça se passe pas comme ça du tout. Quand je dis ici, je parle du Portugal, j'habite pas en France, j'habite au Portugal. Donc par ici, chez nous, les camions avec l'enrobé et les équipes municipales passent à peu près une fois par trimestre pour refaire toutes les petites routes, reboucher tous les petits trous, parce qu'on a des routes qui sont vraiment pas en bon état ici. Donc c'est quelque chose d'usuel et de normal pour les équipes municipales. C'est un entretien régulier. Alors pour les gros travaux, oui, ce sont des budgets qui sont votés, qui sont hors commune. Mais pour l'entretien régulier, on voit les équipes municipales passer avec le camion à peu près une fois par trimestre. Et cette fameuse fois où ils ont refait nos dessertes, bien j'ai bien reconnu les mêmes équipes que d'habitude. Et puis également, dans ce même laps de temps, j'ai fait d'autres manifestations qui ont aussi fonctionné. Donc c'est pour dire que la manifestation, lorsque l'on maîtrise sa méthode, eh bien ça fonctionne, tout simplement. C'est incroyable, c'est improbable, presque irrationnel, mais ça fonctionne. C'est ce qu'on veut, Je reviens donc à mon concept de détachement, que j'appelle pour ma part dorénavant la normalisation. Bien, comment ça marche ? En fait, c'est un transfert d'énergie. Vous savez que vous êtes à un point A, un point de départ, c'est-à-dire la réalité que vous percevez avec vos 5 sens. En fait, vous êtes attaché à la réalité que vous percevez par vos sens, et vous en faites une normalité absolue, que vous renforcez encore plus en y mettant toute votre attention. Or, là où vous posez votre attention, eh bien vous déposez en même temps votre énergie. Et c'est ainsi que vous continuez à donner corps à cette réalité. Vous continuez à la renforcer. Maintenant, lorsque vous focalisez votre énergie et votre attention ailleurs que dans votre réalité tangible, que ce soit en pensant à vos problèmes, ou que ce soit en pensant à quelque chose que vous désirez, ou en pensant tout simplement à une personne en particulier, eh bien vous opérez un transfert d'énergie. C'est-à-dire que votre énergie est retirée de la réalité tangible, visible, pour se retransférer là où vous posez votre attention. Et c'est ainsi que vous commencez à donner corps à ce pourquoi vous avez de l'attention.
Ce qui focalise votre attention devient plus réel que la réalité tangible. Et c'est là exactement où réside le processus de normalisation. Votre réalité tangible, c'est-à-dire le point A, va donc s'effacer progressivement pour que votre réalité imaginée devienne à son tour tangible. Vous vous détachez d'une réalité pour en créer une autre qui soit conforme, normalisée par rapport à ce que vous vous êtes imaginé. En fait, lorsque vous imaginez quelque chose, c'est comme si vous étiez en train de créer une bulle d'information. En ajoutant à cette bulle d'information des éléments qui vont la rendre très vivante, comme des sensations, des images, des scénettes, des émotions, des sentiments, vous allez la rendre cohérente et lisible et vivante. Vous lui donnez un corps. Alors c'est un corps subtil, pas encore un corps matériel, mais tout de même un corps. Et c'est là que j'en viens tout naturellement au détachement et au lâcher-prise. Votre bulle vient d'être créée, tout à l'intérieur vous semble normalisé et évident dans votre psyché, alors il est temps de lâcher cette bulle d'information. Cette jolie bulle composée de matière psychique. Et pour cela, bien, vous avez le choix. Vous pouvez retourner à vos affaires matérielles et concrètes, ou passer à la création suivante. Cette bulle de matière va faire son chemin, toute seule. Et voilà comment ça va se passer dans l'invisible. Une personne ou un certain nombre de personnes vont capter cette bulle d'information. Ils auront une pensée, ou une intuition, une idée. En fait, ils l'auront décryptée. Et si ce décryptage fait sens pour eux, alors ils passeront à l'action. Et c'est ainsi que nos désirs manifestés se réalisent. Je pense qu'il vous est tous arrivé au moins une fois de faire l'expérience de la transmission de pensée avec une personne. Bien, c'est exactement ce même phénomène que je viens de décrire. Vous avez pensé à quelque chose de précis, ou la personne en face avait pensé à quelque chose de précis. De ce fait, une bulle de matière psychique a été créée, puis la personne ou vous-même êtes repassé à vos activités normales. Et cette fameuse bulle, qui contenait une pensée cohérente, précise, a voyagé de l'un à l'autre et a bien été décryptée. Une fois encore, le même phénomène peut se reproduire lorsque vous pensez très fortement à quelqu'un et que dans la minute qui suit, cette même personne vous appelle au téléphone. En vous disant « Ah bah tiens, je viens de penser à toi » ou « Je viens d'avoir l'idée de t'appeler ». Ce sont des choses qu'on fait tout le temps, sans même savoir que l'on est en train de manifester, et donc de créer des situations qui finissent par nous arriver. On croit à tort que nos pensées, nos visualisations, nos sentiments ne sont que du vent. Mais en fait non, nous créons en permanence de la matière psychique, lisible et décryptable par tout ce qui nous entoure. Et nous sommes nous-mêmes les récepteurs, les décrypteurs des informations qui nous arrivent par des pensées ou des intuitions, des émotions, des sentiments, que l'on va sélectionner, choisir ou non, pour les concrétiser. Ainsi, vu sous cet angle, le lâcher-prise n'est plus une sorte de renoncement ou d'abandon, mais au contraire, le lâcher-prise est une action volontaire, décisionnaire, délibérée, assumée, afin que les désirs que nous ne pouvons pas assouvir par nous-mêmes puissent néanmoins être concrétisés dans la matière. Tout ce qui vit autour de nous et qui est capable de décrypter nos bulles psychiques peut décider ou non de participer à nos propres créations. Nous-mêmes, en captant et en décryptant les bulles psychiques qui nous entourent, qui nous environnent, sommes donc libres de participer, d'être acteurs dans la réalisation des désirs des autres. Nous faisons tout ça sans même en être conscients. Enfin, si on est un petit peu sensible, un petit peu avancé sur nos canaux récepteurs, nous pouvons quand même, dans une certaine mesure, décrypter les pensées et les intentions des uns et des autres. Et disons, faire une lecture générale de leurs énergies. Et c'est ce qu'on appelle ou non avoir ou pas des affinités. Bien, alors maintenant que j'ai bien décrit le processus, dans sa chronologie, dans son fonctionnement, dans le pourquoi du comment, on va pouvoir passer maintenant à la construction, à la mise en structure de votre propre technique de manifestation. Pourquoi c'est important qu'elle vous soit personnelle ? Bien parce que si elle ne vous est pas personnelle, elle ne sera pas cohérente. Et votre psyché ne l'acceptera pas. Et donc la conséquence, c'est que votre manifestation n'aura pas lieu. Bien, alors pour créer sa propre méthode de manifestation, la première chose à faire, c'est de définir bien les points d'arrivée, vos objectifs de vie. De définir précisément, à plus ou moins long terme, ça c'est à vous de voir, quels sont vos désirs précis dans les 3 domaines principaux de nos vies humaines. Alors pour ça c'est simple, on reprend notre petit carnet et on commence à crayonner, à écrire. Le fait d'avoir écrit vous permet de relire, de
remodeler, d'affiner, de compléter, de modifier. Par la suite, bien sûr, nous n'aurons plus besoin d'un papier et d'un crayon, nous pourrons le faire directement par la pensée. Et donc on peut séparer notre carnet en 3 parties. La première partie concernant notre santé globale, la deuxième partie notre relationnel, toujours global, et la troisième partie notre aspect matériel et financier. Pour chacun des domaines, nous nous mettrons donc à observer à partir de notre point A, c'est-à-dire à partir de notre ici et maintenant, pour savoir ce que nous voulons modifier, voire radicalement changer, et ainsi définir précisément notre point B, notre point d'arrivée, notre nouvelle réalité, celle que l'on désire vraiment. Et ce, sans aucune limitation. Notre condition actuelle, le point A, est sans doute très limitée, mais notre imagination n'a aucune limite. Donc on peut y aller, on peut lâcher les chevaux. C'est ainsi que vous aurez commencé à écrire et à graver dans le marbre votre propre méthode de manifestation. Ça peut commencer par un petit carnet, un support où vous allez pouvoir coucher vos idées. Vous pouvez même lui donner un nom à votre carnet ou à votre support. Vous pouvez très bien l'appeler par exemple mon carnet des suppositions. Et pour chaque début de phrase, eh bien, vous pouvez utiliser précisément « je suppose que ». Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas pour les affirmations. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous affirmez quelque chose qui n'est pas, votre mental va vous faire obligatoirement et instantanément un barrage. Et plus vous persisterez dans des affirmations qui n'ont aucune réalité, plus votre réalité, précisément, se renforcera et vous sautera à la figure. Au contraire, lorsque l'on utilise une phrase comme « je suppose que », cela ouvre les portes de votre imagination. Les images, les scénettes, les sensations, les sentiments vont arriver beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Et ainsi, vos bulles psychiques auront beaucoup plus de vitalité et de cohérence. Vous pouvez même essayer là, en direct. Si par exemple vous êtes en mauvaise santé en ce moment, affirmez plusieurs fois « je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé », et voyez, constatez par vous-même le conflit intérieur que vous êtes en train de créer. Alors que, si vous commencez votre phrase par « je suppose que je suis en bonne santé »,« je suppose que je suis en bonne santé », vous n'avez même pas besoin de le répéter en fait. Vous allez pouvoir glisser automatiquement dans cette sensation « ah ouais, si je suppose que je suis en bonne santé, alors voilà comment je me sens ». Et là, ça va tout de suite tout ouvrir. Maintenant, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise dans la technique des affirmations, la grande famille des techniques d'affirmation, parce qu'on peut utiliser les affirmations directes, on peut utiliser les affirmations sandwich, on peut aussi utiliser les informations, enfin toutes ces choses-là. Bien, pourquoi pas, Ce sont les techniques de bourrage de crâne et au bout d'un moment, ça finit par fonctionner. Maintenant, ça peut aussi ne pas fonctionner du tout, mais avoir un certain mérite lorsque vous êtes complètement dans le déni de votre réalité présente, parce que tout simplement, ça va la réactiver. Et là, vous ne pourrez plus être dans le déni. Je vous donne un exemple. Votre voisin vous déteste profondément. Et à la moindre occasion, il vous cause des problèmes, des tracas. Votre désir pourrait être que ce voisin devienne gentil, agréable avec vous. En gros, qu'il cesse de vous détester. Eh bien, si vous commencez à affirmer « mon voisin m'aime »,« mon voisin prend soin de moi »,« mon voisin est prévenant avec moi », ce genre d'affirmation que vous allez faire tourner en boucle dans votre tête, en étouffant l'information que vous savez vraie, que vous connaissez déjà, qui est que votre voisin vous déteste, bien vous allez faire taire de force votre raison. Mais pour autant, vous n'aurez pas annulé la réalité. Vous vous serez simplement auto-persuadé, de force. Alors cette chose-là, ça peut tenir un petit moment. Ça peut en effet vous aider à vous détendre par rapport à votre voisin. Mais au jour où vous cesserez d'affirmer, de faire cet effort, eh bien, vous inquiétez pas, le naturel reviendra au galop. Votre voisin continuera à vous détester, de toute façon. Mais maintenant, si vous abordez cette situation par une supposition, ça peut produire quelque chose de complètement différent. Au lieu d'affirmer quelque chose qui n'est pas vrai, vous allez supposer que cette chose pourrait être. Et là, effectivement, le changement profond à l'intérieur de vous va pouvoir s'opérer, qui va ressortir et ressurgir sur votre voisin. Regardez la différence. Je décide, à partir de maintenant, de supposer et d'imaginer que mon voisin est parfaitement agréable avec moi. Comment je me sens? Quelle scénette arrive naturellement dans mon imagination? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Là, j'ai vraiment défini mon point B, mon point d'arrivée, mon objectif. Je ne me suis menti à aucun moment. Je connais parfaitement la réalité, mais j'ai choisi de ne pas y répondre, de ne plus lui donner corps. Et donc, quand mon voisin me tournera le dos ou qu'il me fera une crasse, bien je resterai complètement neutre dans mes émotions.
je continuerai à supposer qu'il est agréable et qu'il me sourit. Et c'est ce positionnement que je vais répéter, répéter et répéter encore. Cette répétition va me permettre de normaliser cette situation dans ma psyché. Et c'est cette bulle de matière psychique que je vais envoyer délibérément à mon voisin grognon. Et puis après, je ne vais plus m'en occuper du tout, je vais repasser à mes activités normales. Alors il peut se produire deux choses. Soit mon voisin effectivement accepte inconsciemment de jouer le rôle du voisin agréable, soit il disparaîtra complètement de ma réalité. Peut-être qu'il déménagera, ou peut-être tout simplement que je ne le croiserai plus du tout. Ou peut-être encore que c'est moi qui aurai l'idée de déménager dans un lieu plus agréable, sans spécifiquement avoir besoin de fuir, mais simplement avoir envie de quelque chose de mieux. Voilà, ça c'est ma méthode personnelle de démarrage. Maintenant, à vous de créer la vôtre, avec un terme et des mots précis qui vous permettent à vous d'ouvrir votre imagination. Pour vous donner un autre exemple, Neville Goddard utilisait fréquemment le terme « n'est-ce pas merveilleux ?» Ce sont ces mots qui lui permettaient de rentrer directement dans la réalité de sa projection, ce qu'on appelle maintenant la réalité du fait accompli. De façon plus pragmatique, c'est de rentrer dans la réalité de votre point B, de votre objectif. De commencer à lui donner corps et à lui donner vie. Bien, alors notre petit carnet, notre petit support, on n'est pas obligé de tout remplir d'un coup. On peut le reprendre régulièrement, le remplir. On peut aussi décider de ne mettre qu'une seule supposition à la fois et de le reprendre quand la manifestation est arrivée. C'est vous en fait qui savez comment vous fonctionnez. Bien, la deuxième étape, ça c'est celle que je préfère, c'est l'étape créative. Vous allez traduire à votre façon vos mots en langage sensoriel, émotif et sentimental. Non plus à partir de votre réalité actuelle, mais à partir de la réalité de votre bulle d'imagination, de votre supposition, de votre objectif. Vous allez en fait traduire votre idée pour que votre subconscient puisse le comprendre. Et c'est dans votre intérêt de bien lui faire comprendre les choses, avec son langage, parce que c'est lui qui fera la manifestation. C'est lui qui fera le tracé. C'est en effet votre subconscient, votre inconscient, qui vous proposera l'expérience ou la série d'expériences vous menant de votre point A à votre point B, de votre réalité actuelle à votre réalité désirée. Là encore, il y a toute une série de techniques qui vous sont proposées, partagées, enseignées, pour directement influencer et ensemencer votre subconscient. On peut pour cela utiliser le l'EFT, la PNL, l'auto-hypnose, le subliminal, enfin, la liste n'est pas exhaustive. À ce stade-là, c'est important de bien se connaître, parce qu'il y a des personnes qui sont très visuelles, c'est-à-dire très réceptives par la vue, d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus réceptifs par l'odorat, par exemple, ou par le toucher. Enfin, bien se connaître, ça permet de cibler la bonne technique, en fait. Si vous êtes plus sensible, par exemple, au toucher, vous aurez plus intérêt à utiliser des techniques de kinesthésie, par exemple. L'idée générale, ici, c'est de décrocher du mental pour basculer en onde θ. Et à partir de cet état entre veille et sommeil, de traduire ses intentions par des sensations. Alors ma technique personnelle que vous pouvez essayer, qui ne sera pas forcément la vôtre, mais en tout cas moi celle qui marche pour moi, c'est d'utiliser la posture d'hébétude, celle que j'ai déjà décrite précédemment. J'aime bien cette technique parce qu'elle est ultra simple, elle demande aucun effort et elle prend pas de temps. Et cerise sur le gâteau, on peut la faire à tout moment de la journée. Donc voilà, la deuxième étape est passée. Vous venez de créer votre bulle de matière psychique, avec cette fois les techniques qui sont les vôtres, et vous pouvez donc passer à la dernière étape. Enfin, aux deux dernières étapes qui s'enclenchent l'une et l'autre, à savoir détachement, lâcher prise. Le détachement, c'est une série de constats que vous devez valider. Premièrement, vous êtes toujours à votre point A. Rien n'a changé, c'est normal. Vous pouvez valider. Deuxième constat, c'est votre état de supposition, votre supposition elle-même, qui est devenue votre normalité. Alors que votre point A, là où vous êtes actuellement, vous apparaît désormais comme une anormalité, comme un non-sens absolu. Ce deuxième constat étant fait, vous pouvez valider également. Troisième constat, votre réalité actuelle, votre point A, n'a plus aucun intérêt pour vous. Vous n'y réagissez absolument pas. Vous vous en fichez comme de votre première chemise, parce que vous savez que c'est transitoire. Vous faites ce que vous avez à faire à minima, parce que votre intérêt, votre attention est uniquement focalisé sur votre point B, votre point d'arrivée, votre objectif. Et vous voyez bien que votre réalité présente est en train de se déliter. Ça ne doit pas vous effrayer, ça ne doit pas vous faire réagir, c'est normal, c'est validé. Dernier constat, vous vous voyez en train de vous préparer à accueillir et à accepter votre supposition, votre assomption, votre nouvelle réalité. Et ceci se matérialise, vraiment. Si par exemple votre assomption était de déménager dans la maison de vos rêves, vous allez vous surprendre
à commencer à préparer votre déménagement. Vous allez avoir envie de faire du tri, de jeter ce qui ne vous est pas utile, ce qui ne résonnera pas et ne correspondra pas à votre nouvelle vie, dans ce nouveau lieu. Vous allez en fait participer globalement, dans n'importe quelle assomption, à la disparition et à l'effacement de votre réalité actuelle et commencer à donner corps à votre réalité désirée avec ce dont vous disposez déjà. Alors tout dépend de votre supposition de départ, mais ce que vous avez déjà n'est pas forcément matériel. Ce peut être l'envie de développer un talent particulier qui va correspondre avec tout l'univers de votre nouvelle réalité. Ce peut être aussi l'envie de développer un certain centre d'intérêt, l'envie de démarrer de nouvelles activités. Bref, vous êtes en train de changer des choses concrètement. 4e constat, validé. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape finale, le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise est un état un petit peu bizarre. À la fois on a lâché toutes nos attentes et à la fois on a hâte de recevoir. Hâte de recevoir parce qu'en fait tout est prêt pour recevoir. C'est une forme de switch, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le processus de manifestation, on était émetteur, c'est-à-dire acteur et créateur de notre manifestation. Et là, quand on passe à l'étape du lâcher-prise, eh bien on se met en mode réception, c'est-à-dire qu'on ne fait plus rien, du tout. Plus rien du tout qui puisse encore nourrir notre bulle psychique puisqu'on l'a envoyé, on l'a lâché. On sait déjà qu'on va avoir un résultat, mais on ne sait pas comment ça va se passer, quelle forme ça va prendre et quand ça va arriver. On se sent flotter en fait, parce qu'on a accepté d'être mené, emporté, guidé par le courant. Le lâcher-prise, c'est vraiment un état d'acceptation complet. Alors on peut le déclencher majoritairement de 2 façons. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas 2 façons principales. À vous de trouver la vôtre. Soit on passe au dossier suivant, c'est-à-dire à l'assomption suivante, soit on décide en effet de ne plus rien faire du tout, de se reposer, c'est-à-dire d'expédier les affaires courantes et de consacrer le reste de son temps au repos. Pour ma part, j'ai essayé les 2 méthodes et chez moi les 2 méthodes fonctionnent parfaitement. Voilà, je vais terminer ici ce podcast, ce long podcast. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il aura peut-être répondu à un certain nombre de vos questions, qu'il aura clarifié pour vous certains points, et en tout cas qu'il vous aura motivé à continuer dans cet art merveilleux de la manifestation. Alors d'ici le prochain podcast, eh bien c'est à vous de jouer, à vous de créer votre propre méthode de manifestation, de la structurer pour la rendre le plus efficace possible, et puis je vous souhaite de belles réalisations.